Bon, bah, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on attaque. Mhm. Et puis, voilà, on aura des participants, je pense, qui vont se connecter un peu au fil de l'eau, comme d'habitude. Donc, bonjour Agnès et Émilie. Merci de nous avoir rejoints sur ce webinaire spécial Interstice. Si vous ne connaissez pas encore, l'IDON, c'est un organisme de formation agréé par le ministère de l'Intérieur qui forme et accompagne les élus et les collectivités. Et dans ce cadre-là, qui va un peu plus loin aussi sur des accompagnements plutôt audit et conseils, et qui a l'habitude en fait de travailler avec différents partenaires. Et nous avons décidé en fait d'organiser ce webinaire aujourd'hui avec notre partenaire Interstice parce que nous choisissons en fait des partenaires spécifiques sur des solutions spécifiques que nous avons testées et que nous souhaitons en fait derrière pouvoir accompagner au fil de l'eau avec les collectivités parce que nous avons estimé que c'était des outils qui étaient performants et qui pouvaient faire gagner énormément de temps aux agents et aux collectivités. Ceci dit, je vais laisser la parole donc à Thomas qui va se présenter, à Thomas et Clémentine qui vont se présenter et puis qui vont présenter donc la plateforme. N'hésitez pas à tout moment à poser des questions donc, sur la partie questions-réponses ou à lever la main. Je me chargerai en fait de les rebasculer et nous répondrons en direct à l'ensemble de vos questions. Je vous laisse la parole, Thomas, Clémentine. Je vais commencer peut-être comme ça, après je laisse la parole à Thomas. Donc, je m'appelle Clémentine Macangila et je m'occupe de la communication et aussi des relations partenariales, notamment avec les collectivités. Et bonjour, Thomas Balladur. Donc, je suis le président d'Interstice et un des deux fondateurs. Et du coup, je remercie Magali de nous donner l'occasion de parler un peu de la transition numérique dans les collectivités, puisque nous, c'est vraiment notre cœur de métier depuis presque 10 ans maintenant. Bon, pas tout à fait, mais pas loin. Et notamment dans cette période où les cartes ont été complètement rebattues avec le Covid, vous faire peut-être une petite synthèse de déjà qui on est rapidement, d'où on est né, ce que nous on a constaté jusqu'à la crise du Covid, vous faire part aussi de ce qu'on perçoit des collectivités pendant et maintenant des enjeux qui viennent après cette crise. Voilà. Et après, on fera effectivement, on vous montrera aussi un petit peu la manière dont nous, on appréhende la transition numérique dans les collectivités à travers un outil collaboratif qu'on vous présentera en fin de webinaire. Et puis, comme on est pas nombreux, que ça soit convivial, hein, effectivement, levez la main, posez des questions, plutôt que de mettre forcément un temps. On peut faire un temps d'échange de questions à la fin, mais n'hésitez pas à m'interrompre. Alors, je vais passer rapidement sur un petit peu de storytelling de notre histoire. Donc, Interstice, ça a été créé en 2014. On l'a créé avec Nicolas Huez autour d'une envie. C'était d'abord d'entreprendre, hein, voilà, quitter la place confortable qu'on avait moi dans le conseil et puis Nicolas lui dans la partie numérique. Pour porter une idée qui était assez simple, qui était en fait de comment on favorise la communication au sein des collectivités, et puis des collectivités avec leurs partenaires, que ce soit des partenaires privés ou publics, et une conviction qu'il fallait qu'on arrive à faire, on va dire aussi bien que les Américains, avec des outils qui fonctionnent bien pour une petite commune qui aurait 200 habitants et une secrétaire de mairie à mi-temps, mais qui aille aussi sur des grands comptes comme un département qui aurait plus de 2000 agents. Donc nous, dans notre démarche, on s'est tout de suite entouré d'acteurs de terrain en Bourgogne, autour de 3 clients pilotes, hein. Il y avait une association de secrétaires de mairie dans le Sénonais, c'était à peu près une centaine de secrétaires de mairie qui nous ont aidés à concevoir l'outil tel qu'elles le voyaient, et de manière à ce qu'il soit fonctionnel à la fois pour elles, pour les élus, dans leur contexte. Une petite intercommunalité de 10 000 habitants et une toute petite mairie aussi de 300 habitants. Donc vraiment, on a construit un outil sur lequel l'objectif, c'est que chaque acteur d'une collectivité trouve sa place, que ce soit l'élu, l'agent, les partenaires, et
d'une certaine manière aussi les usagers. Donc on l'a vraiment construit de manière proche du terrain, brique par brique, en se disant que l'objectif final, c'est de proposer finalement un outil collaboratif qui soit une alternative aux solutions américaines, aux GAFAM. Et en 2017, on a été repéré en fait par l'État, qui a fait de nous un de ses partenaires privilégiés, puisque maintenant notre solution est devenue la plateforme collaborative interministérielle, qui sert à travailler en transversalité. Et au contact à la fois du secteur public et de ce partenariat avec l'État, notre ADN, qui était très technologique au départ, s'est hybridé avec des valeurs qui sont maintenant devenues vraiment les nôtres, qui sont la sobriété numérique, que ce soit énergétique et technologique, j'y reviendrai un peu plus tard, la sécurité, vraiment la sécurité, la confidentialité des données, la souveraineté des données, où est-ce qu'on met nos données, qui les possède, qui peut en faire quoi, et aussi une notion qui n'est pas forcément abordée souvent par les acteurs de la technologie, c'est la fracture numérique. Nous, on essaye de faire un outil qui fonctionne et sur lequel une personne non technophile soit quand même relativement à l'aise. Donc voilà, aujourd'hui, nous, on travaille avec une centaine de clients, on a 120 000 utilisateurs. Pour vous donner un peu une idée de l'attraction et de l'effet Covid sur notre activité, c'est que l'année dernière, à la même époque, on avait à peu près 35 000 utilisateurs. Ça a vraiment explosé. Par contre, voilà, on est resté vraiment fidèle à nos convictions pendant ce confinement, pendant cette crise, puisque à plusieurs reprises, on a ouvert l'outil gratuit pour toutes les collectivités, notamment pendant la première vague. Toutes celles qui n'avaient pas d'outils pouvaient compter sur nous pour les soutenir. Voilà, ouais. Après, on est basé à Paris, on est basé au Creusot, bientôt à Nantes. Donc, on essaye d'avoir des équipes un peu partout sur le territoire, de ne pas être trop parisien. Voilà. Alors, rapidement, un petit retour d'expérience sur avant le Covid, c'était comment la transformation numérique dans les collectivités. Donc, nous, on a quand même pas mal labouré le terrain. Et pour avoir fait en gros le commercial pendant 5 ans, j'ai une bonne vision de l'état d'avancement du sujet au sein des collectivités. C'est qu'avant le Covid, clairement, ce n'était pas un sujet urgent. On attendait soit une nouvelle génération d'élus, soit on avait peur de changer les habitudes des agents, ou alors on n'avait pas forcément confiance non plus dans la faculté d'adaptation des collaborateurs. En plus, ce n'est pas un enjeu qui est politiquement très visible. Alors évidemment, faire une application mobile pour sa ville ou refaire le site internet, ça c'est visible, mais travailler sur comment mieux faire fonctionner les services à l'intérieur de la collectivité, ça n'a pas forcément un portage très fort au niveau des élus. Et en plus, il y avait une grande confusion, c'est qu'on confondait transformation numérique et dématérialisation. La dématérialisation, c'était ce qui était en gros imposé par l'État. C'était de dématérialiser les procédures qu'on envoyait à la préfecture, la comptabilité. Et donc, les collectivités avaient l'impression de faire une transformation numérique, alors qu'en fait, ils étaient simplement sujets à des dématérialisations imposées d'en haut. Alors que vraiment, la transformation numérique, on peut vraiment la définir comme se servir des nouvelles technologies pour à la fois améliorer le service rendu à l'usager, la qualité de vie des collaborateurs au travail, le cadre de travail vraiment, et la facilité aussi pour les élus d'exercer leur mandat. Parce que quand on est élu et qu'on n'est pas retraité, passer sa vie en mairie, ce n'est pas forcément évident. Voilà. Donc voilà, cette transition numérique, elle n'était pas forcément comprise, donc elle a été repoussée, décalée. Dans le meilleur des cas, elle était en cours d'amorçage. Mais quand la crise est arrivée en mars 2020, globalement, peu de collectivités étaient prêtes et donc cette transformation s'est faite à marche forcée et puis dans une urgence, et ce qui ne sont pas forcément les meilleures conditions. Hop. Donc effectivement, 2020, transition numérique à marche forcée. On pourrait appeler ça stupeur et confinement. En fait, pour les collectivités, il y a eu un moment de faire face à l'urgence, tout simplement, l'urgence sanitaire, assurer la continuité des services, assurer la sécurité des agents, assurer le fonctionnement démocratique aussi, puisqu'il a fallu quand même continuer à prendre des décisions selon des procédures
prévues par le Code général des collectivités, hein, mais sans forcément pouvoir se rassembler, donc pas évident. Donc d'abord, la première chose, ça a été de répondre à ce besoin. Puis progressivement, avec l'installation de la crise, il y a d'autres enjeux qui sont venus. Comment manager à distance ou partiellement à distance, comment éviter l'isolement des collaborateurs, et puis comment trouver un équilibre entre le présentiel et le distanciel qui s'installe de plus en plus dans toutes les organisations. Alors, naturellement, nous, on a été en première ligne hein, sur cette, face à l'urgence, on a vraiment ouvert le service gratuitement à tous ceux qui en avaient besoin. Et juste pour vous montrer, parce que je trouve ça assez rigolo, c'est assez représentatif de ce qui s'est passé. Vous voyez, ça, c'est les courbes de connexion à notre plateforme, en fait, de manière hebdomadaire sur l'année 2020 et 2021. Et vous voyez, donc là, on est en mars, 15 mars 2020. Voilà ce qui se passe le 22 mars, le 29 et le 5 avril. Et puis après, il y a les vacances, on redescend, on remet. Donc, on a vraiment eu un phénomène fort de tout le monde s'est mis à utiliser des outils numériques qu'ils n'avaient pas l'habitude d'utiliser. Et nous, évidemment, on a dû encaisser le choc et on est content parce qu'on l'a bien tenu, il n'y a pas eu de déni de service. Mais voilà, c'est vraiment un phénomène qui a été assez violent pour tout le monde. Alors, derrière, tout le monde n'est pas venu chez Interstice, hein, puisque il a fallu trouver des solutions de visioconférence, de messagerie de groupe, de suite bureautique en ligne, de vote en ligne. Et donc, les principaux gagnants et les principales offres qui étaient capables d'encaisser aussi un grand nombre de personnes, c'était les Américains. Donc, avec Zoom, Teams, Slack, Google, ont clairement été des outils qui sont positionnés et qui ont, par leur force de frappe et leur visibilité, été des solutions naturelles, des recours naturels. Et je pense qu'il faut clairement leur rendre hommage aussi, même si on leur tire beaucoup dessus et que je le ferai aussi après. Mais il faut leur rendre hommage sur cette capacité à avoir offert des solutions souvent gratuites, rapides et efficaces dans ces moments de crise. Alors, ensuite, une fois qu'on a passé cette période de crise, il y a évidemment une opportunité, mais il y a des risques sur une transition numérique non maîtrisée. Parce que ça pose, si on n'a pas de stratégie, on risque de tomber dans plusieurs écueils, hein. Il y avait des vraies questions qui se posent et je vais en évoquer certaines. Le premier, à mon avis, et ça je pense qu'il y a une sensibilité grandissante à ce sujet, c'est le sujet de la sécurité informatique. Naturellement, quand on cherche à travailler, à mettre en place des outils de travail à distance, on a recours au cloud, hein, c'est quasiment automatique. Et donc, ça entraîne un décloisonnement aussi des données des collectivités qui parfois gardaient leurs données sur leur propre serveur vers des environnements qui sont moins sécurisés. Donc, ça les expose à des failles, hein. Donc, l'outil qu'on utilise en ce moment a été assez célèbre pendant la crise pour avoir eu quelques failles, mais aussi plus ciblé sur le secteur public, des attaques. Il y a pas mal de collectivités sur l'année 2020, hein, j'en cite quelques-unes, par exemple l'agglomération du Grand Cognac, la région Grand Est, Aix-Marseille-Provence, le conseil départemental de l'Eure-et-Loire ou la ville de Vincennes ont été l'objet d'attaques de type ce qu'on appelle les ransomware, hein. Donc, c'est une attaque informatique sur lesquelles un hacker va venir crypter vos données, les rendant complètement inexploitables et vous promettant de vous remettre la clé que contre le paiement d'une rançon. Donc ça entraîne une paralysie totale des systèmes et de la perte, violation, voire parfois une captation des données que vous pouvez avoir sur vos citoyens notamment. Donc c'est quand même quelque chose qui est assez sensible. Donc il y a une forte augmentation de ces attaques depuis mars 2020, du fait même du passage au numérique des collectivités, du passage sur le cloud de beaucoup de collectivités. Donc ça, c'est un premier enjeu. Le deuxième enjeu, c'est tout ce qui a trait,
qui est un enjeu connexe et que parfois on mélange avec la sécurité, mais qui est vraiment autre chose. C'est le respect de l'intégrité de vos données. Donc, vous pouvez très bien utiliser un service qui a pignon sur rue, pour lequel vous n'aurez pas de risque de sécurité, hein, c'est-à-dire pas de privation de vos données. En revanche, vous n'avez pas forcément la main sur ce qu'il va faire de vos données. Et on a aujourd'hui un cadre européen qui s'appelle le RGPD, qui est censé protéger à la fois les usagers, les citoyens et les entreprises contre ces pratiques. Mais dans la réalité des faits, lorsque vous utilisez un service américain, de surcroît quand il n'est pas hébergé en Europe, vous êtes clairement dans un angle mort du RGPD. Et la meilleure illustration de ça, c'est que la Cour de justice de l'Union européenne, donc là, pour faire simple, c'est l'institution judiciaire qui va interpréter le droit des traités européens et qui va pouvoir accueillir des plaintes de citoyens pour non-conformité aux traités. Cette Cour de justice de l'Union européenne, en juillet 2020, elle a annulé un traité qui liait l'Europe aux États-Unis, qui s'appelait le Privacy Shield, qui en fait était un traité sur lequel on considérait que toutes les données qui étaient des citoyens européens qui étaient mis aux États-Unis bénéficiaient de facto du même niveau de protection que ce qu'on pouvait avoir en Europe grâce au RGPD. Et face à une plainte d'un des citoyens, la Cour de justice de l'Union européenne a établi que cette protection n'était pas assurée, que les garanties du RGPD ne s'appliquaient pas aux États-Unis, et donc a annulé ce traité. Ce qui, en fait, a créé une sorte de vide juridique et un peu une panique chez les acteurs américains, puisqu'il n'y avait plus de couverture juridique du transfert des données de l'Europe vers les États-Unis. Donc, ils ont rectifié ça par des clauses qu'ils ont mis dans leur contrat, des mises à jour des conditions contractuelles, etc. Mais ce qu'on en retient, c'est qu'aujourd'hui, un service américain hébergé aux États-Unis n'apporte pas les garanties qu'on est en droit d'exiger du fait de la réglementation européenne sur la protection des données personnelles. Donc voilà, point vraiment de vigilance important. Autre point de vigilance qui est aussi parfois un peu mélangé avec la sécurité et le RGPD, c'est la souveraineté des données. Donc là, c'est encore autre chose. Et là, je pense qu'en tant que collectivité, donc institution de la République, c'est vraiment quelque chose auquel vous devez être sensibilisé, puisque là, on parle plutôt de la capacité d'un État, donc, par exemple les États-Unis, à mettre le nez dans vos données, pour faire simple. Et ce, quelle que soit la question de l'hébergement. Évidemment, quand vous êtes hébergé en France ou en Europe, c'est déjà un premier pas vers une souveraineté des données, puisque les données ne quittent pas le territoire. En revanche, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que la loi américaine, donc c'est une législation qui s'appelle le Cloud Act, impose à toute société américaine de transmettre les données de ses clients à la NSA, donc c'est la National Security Agency, donc de transférer au gouvernement américain n'importe quelles données qui sont hébergées sur ces infrastructures, que ces infrastructures se trouvent en Europe, aux États-Unis ou ailleurs dans le monde. Et ça, c'est vraiment quelque chose dont on ne va pas se vanter Microsoft, Google ou les autres acteurs, mais c'est que de facto, quand vous mettez vos données sur Teams, sur Google, vous êtes exposé à cette possibilité que l'agence américaine de la NSA puisse mettre le nez dans vos données sans que vous ayez rien à faire et sans que vous ne le sachiez jamais. À savoir que c'est pas théorique. La révélation d'Edward Snowden, c'est pas théorique. C'est des choses qui sont réellement arrivées. On sait qu'il y a un espionnage de données. Alors, c'est quoi la solution derrière? C'est vraiment de favoriser les solutions européennes. Voilà. Par rapport à ça, il n'y a pas d'autre solution. Autre point de vigilance, et ça, c'est
peut-être un peu moins médiatique, mais ça me paraît vraiment central, parce que c'est un sentiment qu'on a tous, c'est que les outils numériques sont censés nous faire gagner du temps, et parfois on a l'impression que c'est pas vrai, que ça nous en fait perdre. Et je pense que là, il y a encore un angle mort de la recherche un peu sur le numérique, et que nous, on essaye de lever. C'est le fait que les outils numériques sont conçus pour retenir notre attention, et donc réduisent de facto le temps disponible qu'on a simplement pour faire notre travail ou faire les choses qu'on a à faire. Donc c'est d'un côté des formidables leviers de productivité, hein, effectivement. Aujourd'hui, vous voulez aller, vous décidez de partir je sais pas, dans un petit village dans le Lot, vous ne posez pas la question d'acheter la carte pour aller dans le Lot, vous mettez sur Google Maps, et puis vous y allez très rapidement. Aujourd'hui, vous pouvez co-rédiger à plusieurs. Enfin, il y a vraiment des leviers formidables de productivité, il ne faut pas les nier. En revanche, il y a un envahissement progressif du temps disponible de ces outils. Je vous donne quelques chiffres, hein. En moyenne, on regarde 220 fois son téléphone par jour. Vous imaginez? C'est quand même beaucoup, hein. Il y a 43% des salariés français qui avouent être interrompus toutes les 10 minutes par un mail. C'est-à-dire que la capacité de concentration, c'est sur des plages longues, c'est très fortement réduite. Et un cadre, en moyenne, passe aujourd'hui 5 heures par jour sur ses mails. 5 heures par jour, c'est énorme. Donc voilà, il y a vraiment une attention à avoir là-dessus. Et donc, il faut vraiment être attentif à éviter les entreprises, soit qui monétisent le temps où ils vous captent, hein, c'est-à-dire que les services sont gratuits contre la possibilité d'utiliser vos données ou de vous donner de la publicité. Mais aussi, et je pense qu'il faut faire attention à ça, même si c'est moins évident, les solutions qui vous proposent un coût à l'utilisateur. Pourquoi? Parce que généralement, c'est des abonnements qui sont renouvelables, soit au mois, soit à l'année, mais ils ont tout intérêt à ce que vous ayez autant d'utilisateurs l'année suivante, si ce n'est plus, et donc à capter vos utilisateurs pour les retenir d'une manière ou d'une autre. Donc c'est vraiment des modèles qui reposent sur votre addiction et auxquels il faut être sensible. Alors, maintenant qu'on a dressé un tableau un peu de tous ces risques, quelques conseils pour quand même pas rester sur les risques, mais transformer l'essai du numérique en 2021. Parce que il y a quand même un effet de... Il y a une opportunité à saisir en post-crise. Il y a des nouveaux usages qui sont nés et il faut vraiment se servir de ces nouvelles habitudes pour engager votre transformation en mettant le numérique au cœur du projet, mais au cœur du projet en tant qu'outil, hein. L'objectif, ça reste d'améliorer le service public, la qualité de vie des agents et la vitalité de la démocratie locale. Donc ça passe concrètement par quoi? Ça passe concrètement par comment poursuivre et normaliser l'hybridation entre le présentiel et le distanciel. Je pense qu'il faut avoir une approche souple de ça, en ayant des outils qui permettent à la fois aux gens de venir au bureau s'ils le veulent, et pour ceux qui sont plus à l'aise à travailler à distance, qu'ils puissent le faire. Alors, évidemment, ça ne s'adapte pas à tous les postes, hein, mais pour ceux qui le peuvent. Repenser la distribution des services publics entre le hors ligne et le en ligne. Je pense qu'il y a des choses où il faut garder un accès hors ligne, mais peut-être aussi proposer parfois plus d'accès aux services publics en ligne. Et puis, je l'avais dit un peu tout à l'heure, c'est favoriser, peut-être repenser le travail des élus à travers ces outils, de manière à leur donner accès à la matière qui leur permette de faire leur travail d'élu en dehors des murs de la collectivité. Clémentine, elle est élue. Et elle me dit que parfois, il y a une décision qui est bloquée depuis 3 jours parce qu'elle n'a pas eu le temps de passer en mairie pour signer le parapheur. Bon, est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas des solutions qui permettraient de faire autrement? Certainement. Alors, par contre, il faut vraiment structurer la démarche. Il faut structurer la démarche pour créer en fait un environnement qui soit commun et pas avoir 10 000 outils dispersés et chacun fait un peu comme il veut. C'est super important parce que finalement, la maison commune qu'on partageait, qui était le bureau, va être en partie
remplacé par une maison commune qui va être virtuelle. Donc, il faut que les outils soient communs et donc peut-être pas une multitude d'outils, mais des outils qui permettent de travailler ensemble et de tout regrouper sur une solution. Il faut que ça soit sécurisé, ça on l'a vu. Et puis, même si c'est une thématique naissante, il faut vos outils soient sobres. Sobres parce que, si vous voulez, les outils que vous utilisez, ça a quand même un impact énergétique important. Et donc, il faut être attaché aussi à ces aspects-là, sobre en ressources énergétiques, mais sobre aussi en ressources, je dirais, en temps disponible pour les hommes, en ayant des outils qui respectent quand même le temps de travail des personnes. Voilà pour quelques conseils pour transformer l'essai sur votre transformation numérique. Alors, évidemment, nous derrière, vous allez bien comprendre qu'on a forcément travaillé un peu les différents axes que je vous présente, mais honnêtement, on est quand même assez... pour être honnête, voilà, c'est des choses qu'on pousse depuis plusieurs années et la crise nous a effectivement donné raison, malheureusement, mais voilà, c'est des choses pour lesquelles on est prêt et qu'on a vraiment une solution aujourd'hui à vous offrir sur cet accompagnement à la transition numérique de votre collectivité. Donc nous, on a quelques credos chez Interstice. L'idée, c'est d'avoir un outil qui est très sécurisé. Et là, notre partenariat avec l'État, notamment avec le ministère de l'Intérieur, nous permet d'avoir un niveau de sécurité qui est très, très élevé. Voilà, proche des niveaux qui sont exigés pour tout ce qui est confidentiel défense ou même les données de santé. On cherche à mettre en place un outil simple. Voilà, c'est vraiment notre credo depuis le début et c'est pour ça qu'on a travaillé dès le départ avec des utilisateurs, voilà, on va pas sans que ça soit péjoratif, mais vraiment des utilisateurs de terrain de base. Et on cherche à mettre en place un outil tout en un. Parce que ce qui s'est passé aussi pendant la crise du Covid, c'est qu'il a fallu apprendre d'un coup 4, 5, 6 outils différents pour la visio, pour la messagerie instantanée, pour le partage documentaire, plus sa boîte mail. Et puis, chaque partenaire n'avait pas le même. Et parfois, même au sein même de la même entreprise, il n'y avait pas le même. Enfin, bref. Donc là, l'idée, c'est d'avoir quelque chose qui regroupe toutes les fonctionnalités dont on a besoin pour collaborer au quotidien en équipe. D'accord ? Pas forcément d'avoir des Ferrari de chacune des spécialités, mais quelque chose d'efficace et qui soit rassemblé sur un environnement commun. Vraiment tout en un. Donc là, je ne sais pas si vous avez des questions déjà sur ce que j'ai pu raconter avant que je vous montre un petit peu comment fonctionne la plateforme, très brièvement. Moi, j'en ai pas, Thomas, de mon côté. Tu peux avancer. De toute façon, J'avance. je n'hésiterai pas à te couper si je les ai au fur et à mesure. Ça marche. Alors, du coup, je vais vous faire une petite présentation de comment ça marche, vous montrer directement. Donc, on est vraiment sur un outil collaboratif, un outil web. Hop, je vais sortir de là et je vais me mettre ici. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Hop. Voilà. Donc, en fait, on est sur un... Ouais, le partage d'écran fonctionne. On est sur un outil qui est à la fois web et mobile. Donc, vous allez le retrouver sur depuis n'importe quel navigateur et puis sur votre téléphone portable via une application mobile. C'est un outil qui n'a pas de limite d'utilisateur. Donc ça, c'est vraiment, je pense qu'on est à peu près les seuls à le faire sur le marché. C'est-à-dire que notre philosophie, c'est de dire que l'utilisateur, ce n'est pas un coût, c'est une ressource quand on travaille sur un outil collaboratif. Donc on a un autre modèle qui permet de faire payer en fonction du nombre, en fonction de l'activité réelle que vous avez sur la plateforme, quoi. Vous payez un peu ce que vous utilisez. Notre promesse, c'est, et on le mesure, et vous l'avez, cet indicateur, il est suivi pour chacun de nos clients, c'est que l'utilisation de la plateforme permet d'économiser 60% des mails qu'on s'envoie au quotidien quand on travaille en équipe.
Et puis, c'est un outil qu'on personnalise parce qu'on sait que c'est important de se retrouver sur un outil commun. Donc, vous voyez, ça, par exemple, c'est pour la communauté de communes du Grésivaudan. Donc, on met la plateforme à ses couleurs de manière à ce que Interstice disparaisse de votre environnement une fois que c'est déployé chez vous. D'accord. Je vais te couper une minute, Thomas, parce que Ouais. j'ai une question d'Émilie qui demande, dans la présentation des solutions au risque, il a été question de services hors ligne, en ligne. Et du coup, elle demande ce que l'on entend par ces services hors ligne, en ligne. Service hors ligne, en ligne. Oui, Ah, sur la sécurité? oui, Alors, c'est pas forcément hors ligne, en ligne, hein. La question, c'est plutôt, est-ce que c'est des données qui sont au sein d'un serveur sur la collectivité? Par exemple, on trouve beaucoup dans les organisations ce qu'on appelle les communs, quoi. Donc, c'est un petit serveur qu'il y a sur la collectivité où chacun peut mettre des dossiers partagés. Et donc ça, c'est en ligne parce que vous pouvez y accéder depuis un poste dans la collectivité, par un VPN si vous y accédez depuis chez vous. C'est un peu compliqué, mais voilà. Mais quelque part, vous êtes dans un cercle, vous êtes pas connecté au reste du web. Donc, en gros, vos données, elles sont containerisées et vous avez moins de risques d'attaque. En revanche, dès que vous déportez vers des outils, et c'est indispensable, hein, c'est-à-dire il ne faut pas penser que ce mouvement est réversible, mais quand vous vous déportez vers des solutions hébergées dans des data centers, dans ce qu'on appelle du cloud public, hein, à ce moment-là, vous gagnez énormément en flexibilité en utilisation, puisque vous pouvez vous connecter de n'importe où, que vous avez quand même des possibilités de sécuriser vos données, mais vous pouvez vous connecter n'importe où. Mais par contre, vous êtes du coup vous êtes plus exposé aux attaques des personnes qui ont un accès plus simple à- au stockage physique de vos données, si vous voulez. Je ne sais pas si c'était ça la question. J'ai pas. Ton micro est coupé, Magali, mais j'ai compris. excuse-moi, Thomas, oui, c'est parfait, merci. Ok, ça marche. Euh, donc là, nous, typiquement, pour reprendre ça, on est bien un service. On est un service en ligne, hein. Donc, on utilise un hébergement qui est chez Orange sur des data centers qui sont à la fois en Normandie et en Île-de-France. Parce que je pense que vous avez peut-être entendu parler de l'incendie qu'il y a eu chez OVH là récemment. Peut-être que vous en avez été victime même. Mais voilà, ça c'est un data center. Nous, la sécurité qu'on a, c'est que nos données, elles sont redondées sur deux installations physiques différentes. Donc il y en a une qui est à Rueil-Malmaison et l'autre qui est en Normandie, à Val-de-Reuil d'ailleurs. Et donc, ce risque-là est très très improbable. Que les deux data centers se mettent à défaillir en même temps, c'est quasiment possible. Mais, voilà. Mais on est bien un service en ligne avec un stockage chez un partenaire, mais un partenaire français sur un hébergement français. Alors, du coup, l'outil en lui-même, l'idée, c'est vraiment de pouvoir à la fois avoir un outil qui puisse être commun aux agents, aux élus et à vos partenaires. D'accord? Mais tout en garantissant pour chacun l'accès aux bonnes données dans des espaces sécurisés. Donc, on se connecte simplement avec un login, un mot de passe. Après, on peut se mettre des protections complémentaires hein, si on a besoin. Mais ce qu'on a voulu, nous, c'est vraiment un univers simple où on a, pour chacun des thèmes qui est abordé, un petit carré qui correspond à un espace collaboratif différent. Et je ne vois que les carrés qui me correspondent, donc qui correspondent au projet, au groupe de travail que je suis, aux commissions éventuellement si je suis élu. Et je ne vois pas ceux des autres, sauf si je suis invité dessus.
On a voulu aussi mettre en place un outil sur lequel chaque utilisateur a la main sur le niveau de notification qu'il veut recevoir. Je m'explique. En fait, vous avez un système de cloche très simple ici qui permet de dire moi, la commission marché, c'est super important, je veux la suivre de très près, je me mets en cloche rouge et à chaque fois qu'un nouveau document, un nouveau message ou voilà, une nouvelle activité tombera dans ce groupe de travail, je serai notifié par mail. En revanche, si le conseil développement durable, ça m'intéresse que de loin, je vais pouvoir le consulter quand j'ai besoin, mais je ne veux pas être notifié, je peux me mettre en cloche barrée et là, je ne recevrai jamais de mail sur ce sujet-là. Et en position intermédiaire, on a, voilà, je veux être tenu au courant régulièrement, c'est la cloche orange. Et à ce moment-là, je ne reçois pas les mails tous les jours, mais je vais recevoir une fois par semaine une synthèse de tout ce qui s'est passé sur le groupe pendant la semaine qui est passée. Donc, on reçoit le lundi matin un petit mail de synthèse. D'accord. Donc, c'est vraiment très simple. Et après, l'idée, c'est que dans chacun de ces petits carrés, je retrouve l'ensemble des outils nécessaires pour travailler ensemble. D'accord. Donc, dans les outils, etc., sans rentrer dans le détail, je retrouve un annuaire, je retrouve ce qu'on appelle des dialogues, c'est-à-dire en fait des fils de conversation instantanés à plusieurs, un peu des groupes WhatsApp, mais à l'intérieur d'un espace sécurisé. Je peux créer mes événements, j'ai un agenda partagé. J'ai un système qui est quand même très intéressant de vraies suites documentaires en ligne. C'est-à-dire que je peux rentrer, importer un document très simplement. Voilà, si je prends par exemple un export Excel, voilà, je vais le prendre, je le dépose, c'est très simple, ça s'importe. Voilà, je décide avec qui je veux le partager, je valide. Et après, une fois qu'il est sur la plateforme, quand je clique dessus, je vais rentrer directement dans la suite qui est embarquée dans la solution interstice, qui est sécurisée et qui va me permettre directement de modifier les cellules ou alors de modifier un document ou de modifier une présentation PowerPoint en direct. Et ce qui est intéressant, c'est que je vais pouvoir travailler à plusieurs aussi sur le même document de manière concurrente. Voilà. Voilà, vous avez un outil aussi gestion de tâches, sondage, etc. On retrouve aussi tout ce qu'il faut pour travailler à distance. Vous voyez, un outil de visioconférence qui permet de très simplement les créer. Voilà, donc, on aurait pu l'utiliser aussi tout à l'heure, mais voilà. Donc, vous avez vraiment tout en un sur un environnement qui est assez simple à appréhender et qui ne nécessite pas forcément des grosses formations. Ensuite, ce qu'on a voulu faire aussi, c'est un outil qui permet aux élus à la direction de pouvoir suivre les projets à travers vraiment une météo des projets. Donc, en fait, dans un projet, vous avez toujours un peu trois types d'acteurs. Vous avez, on va dire, les commanditaires, les élus et la direction. Vous avez le chef de projet qui, lui, a besoin de mobiliser sa communauté de contributeurs, de faire avancer son projet, de le faire le voir. Et puis, vous avez les contributeurs qui vont participer de manière plus ou moins importante au projet. Et donc là, on a vraiment voulu donner sa place à chacun en permettant, par exemple, à un chef de projet d'avoir vraiment une vue lui permettant de gérer les tâches dans un projet, de pouvoir planifier très facilement des lots de tâches, de pouvoir avoir une visibilité sur l'avancée du projet. On a permis aussi du coup à cet animateur de projet de solliciter les différents contributeurs par les outils collaboratifs que je vous ai présentés tout à l'heure. Et puis les contributeurs trouvent aussi d'une certaine manière, la possibilité d'avoir une synthèse sur les projets. Je crois que c'est dans celui-là que c'était fait, où vous allez avoir une fiche projet qui permet d'avoir une synthèse de la gouvernance, de la description, des objectifs, du budget, et puis une timeline du projet et de ses différents jalons et dates butoirs. Donc ça permet à chacun d'être informé. Et côté élu et direction, comme on n'a pas le temps de rentrer forcément dans le détail de chaque projet, ce qu'on aime bien avoir, c'est une petite météo des projets. Et là, c'est accessible depuis ce qu'on appelle l'outil Mes projets, où j'ai en fait pour chacun des projets un petit bloc qui me dit, voilà, j'ai le pourcentage d'avancement, les objectifs, est-ce qu'ils sont en vert, en rouge ou en orange, le planning, est-ce qu'il est respecté, le budget aussi.
Si je veux avoir une petite fiche pour ma prochaine commission, je peux juste la retrouver ici et puis après l'imprimer en PDF de manière très simple. Puis si je veux vraiment accéder aux détails, je peux toujours ici accéder au projet. Donc c'est vraiment articuler les rôles de chacun de manière à avoir quelque chose de très outillé pour l'animateur de projet et les contributeurs et de très simple et très visuel pour les élus. Et enfin, dernière chose, et c'est un peu le dernier bloc, c'est celui qu'on attaque depuis un peu plus d'un an, c'est de faire de cet outil un outil qui permet de dématérialiser certains processus métiers pour lesquels il y a un intérêt à dématérialiser et pour lequel vous n'avez pas forcément besoin d'un outil métier parce que soit c'est trop spécifique et vous avez besoin de l'adapter, et donc vous avez besoin de quelque chose de souple qui correspond, qui épouse un peu vos processus internes. Donc là, nous, on a mis en place en fait un système de workflow qui fonctionne déjà dans une petite dizaine de collectivités, qui permet de faire des choses très simples, hein, comme par exemple de gérer les demandes de congés. Voilà, permettre depuis le mobile ou depuis la plateforme à chaque collaborateur d'ajouter une demande de congé. Donc, il peut l'écrire et puis une fois qu'il l'a fait, derrière, il y a une validation par la direction. Soit on a des choses un peu plus complexes aussi sur, par exemple, un service mutualisé au sein d'une interco où les services techniques sont mutualisés. Donc, les équipes techniques, quand elles interviennent dans une commune, eh ben, il fallait qu'elles fassent un rapport. Donc, avant, elles faisaient un rapport papier, elles le laissaient au maire qui validait, qui allait le porter au directeur des services techniques de l'agglo, qui allait lui-même le porter, ce petit papier, après visa aux finances, pour que les finances, une fois par semestre, refacturent la mairie. Là, on a complètement changé d'approche. On a mis en place une petite application mobile pour la collectivité, pour les équipes terrain. Ils renseignent leurs travaux, ils prennent les photos de ce qu'ils ont fait. Ça vient sur le smartphone de l'élu qui voit les photos et qui valide ou qui valide pas le travail. Et puis après, côté directeur technique, ça vient ici alimenter un processus sur lequel il a la validation des élus, il a la satisfaction aussi de chaque élu sur le travail réalisé. Et puis après, il peut faire des exports de manière très simple de manière à refacturer facilement la part de chaque collectivité dans le service mutualisé. Voilà. Et puis, juste pour vous montrer un petit peu, là, c'est un peu plus prospectif parce qu'on est encore en test avec 3 clients pilotes, mais on est en train aussi de dématérialiser tout ce qui est circuit de validation. Et notamment, ce qui est compliqué alors plutôt pour les grosses agglos, c'est tout ce qui est le passage d'une note par un chargé de mission, un agent, à une décision au sein d'un conseil communautaire. Et donc là, l'idée, c'est vraiment d'avoir la possibilité de dématérialiser ce processus en créant des nouvelles demandes et puis après définir les étapes que doit passer cette note jusqu'à l'inscription à l'ordre du jour du conseil et en permettant à chacun d'être sollicité au moment où il a besoin, de récupérer les différentes informations pour statuer. Et puis, ça donne de la visibilité à l'auteur de sa note sur sa chance de passer ou non au conseil. Ça donne au secrétariat général aussi une vision globale des différents sujets et de leur niveau d'avancement en termes de validation. Et ça permet de partager de manière transparente tous les sujets tout en étant sollicité au bon moment. Voilà, ça c'est quelque chose qu'on est en train de mettre en place en parallèle. Donc, vous voyez, la base est vraiment un outil collaboratif de travail, plutôt en mode groupe de travail gestion de projet, mais on y ajoute aussi des briques qui sont très orientées vers les collectivités. Alors, est-ce que je retrouve ma présentation? Donc, je ne sais pas si vous avez des questions sur l'outil. Alors, il y a une question, Thomas. Mm-hmm. Pour le workflow, demande de congé, est-ce qu'il y a possibilité d'avoir une vue sur le planning global de tous les agents? Ah oui, oui, bien sûr. Alors ça, je n'avais pas montré, mais en fait, sur l'agenda, en fait, donc il y a un système d'agenda partagé
On fait le lien aussi avec les outils que vous utiliseriez déjà, que ce soit une boîte mail Outlook, du Zimbra, du Google Agenda. Mais ça permet en fait effectivement d'avoir facilement de retrouver des collaborateurs et puis d'afficher leur disponibilité. Bon, là sur la base de démo, j'ai pas grand-chose, mais si je vous montre un petit peu la manière dont ça s'utilise chez nous, voilà, dans mon agenda, je peux voir mon agenda et puis je peux voir si je veux voir l'agenda de Clémentine, hein, je peux l'afficher et puis du coup, ça me permet d'avoir la visibilité sur ces différents éléments. Et puis après, elle peut mettre des événements en privé ou si jamais elle n'a pas envie que j'accède au contenu. On peut aussi autoriser de manière globale à ce qu'une personne puisse voir tous ces événements, puis interdire de manière globale à ce qu'une autre personne puisse voir tous ces événements, ou alors autoriser à ce qu'on puisse voir les créneaux, mais pas le contenu des événements, comme ce qu'a fait Clémentine ici. Est-ce que ça répond à la question? Non, pas exactement. D'accord. C'était plutôt en lien au congé, c'est ça? Oui, c'est ça. Je pense que Émilie doit rechercher peut-être un espèce de calendrier, tu vois, où visuellement, tu dois pouvoir voir les personnes qui apparaissent en congé, plutôt que d'être obligé d'aller sur chaque agenda, vérifier si la personne est là. Ah, d'accord, ok. Ça, après, ça peut se faire assez facilement. Où on voit toutes les personnes en congé derrière. Ouais, non, ça, nous, on fait pas. Après, c'est plutôt que quand la personne est en congé, elle se met en congé dans son agenda, quoi. Et puis, du coup, ça Oui, permet de les voir. et tu ne peux pas afficher, par exemple, un calendrier sur le mois et de tout le monde, et à un moment donné, tu verrais tous ceux qui sont en congé sur le mois, par exemple. Non, aujourd'hui, ça, on fait pas. Ça, on fait pas. En Mais fait, il faudrait peut-être créer un espace congé. Et donc, ce serait l'agenda dédié à cet espace. Et donc là, toutes les personnes rentreraient à leur congé. Comme ça, ce serait possible de voir qui est là et qui n'est pas là sur le mois. Donc, en fait, je pense que… ouais, tu peux faire comme ça. Mais après, j'imagine que ce qui est intéressant pour… j'ai oublié son nom. Qui Alors, a posé la Émilie, par question? exemple, Émilie. ouais. Émilie, elle dit on travaille sur du présentiel à 50%, par exemple, pendant les vacances. Et en fonction, on valide les congés. D'accord. En fait, c'est pour qu'il y ait toujours quelqu'un, c'est ça? Exactement. Ok, ouais. Ouais, après, oui, effectivement, ça pourrait être la solution que disait Clémentine, c'est d'avoir un espace congé sur lequel on puisse voir uniquement effectivement les congés des collaborateurs. On pourrait les afficher par mois. Et après, derrière, en visualisant ça, on peut valider ou pas le congé. C'est vrai qu'on peut fonctionner comme ça aussi. Oui, Mais l'avantage de l'outil, c'est que il est quand même très personnalisable, hein, votre oui, plateforme. Voilà. ouais. En fonction de la façon dont… C'est aussi ça l'avantage, c'est en fonction de ce qu'on veut et de la façon dont on veut travailler qu'au final, en fait, on s'élabore soi-même ses entrées au sein de la plateforme et donc sa façon de visualiser un petit peu. Ouais, et puis ça, nous, on est vraiment attentifs on a une équipe maintenant elles sont 3, bientôt 4 de chargés de mission pour les clients qui, quand on devient client, prennent rendez-vous avec vous pour déjà vous montrer. On a des formations, on a aussi des tutorats justement pour mettre en place les espaces et les paramétrer comme vous voulez. Même si vous pouvez le faire, hein, honnêtement, c'est pas forcément compliqué, mais vous êtes quand même accompagné au départ de manière à avoir un peu un environnement clé en main quand vous commencez, quoi. On a une question d'Agnès aussi. Mhm. Les outils tels que circuit de validation engendrent-ils des frais supplémentaires pour la collectivité ou feront-ils partie de la formule de base? Et savez-vous Alors, quand est-ce que cet outil sera disponible? oui. Alors, oui, j'ai les deux réponses. Ça tombe bien. Alors, ça fera pas l'objet de facturation supplémentaire. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous, notre modèle économique, c'est de dire
vous prenez un abonnement pour un certain nombre d'espaces collaboratifs. D'accord? Donc, si vous prenez par exemple 10 espaces de travail, ça va être 1 400 € par an. Après, vous invitez autant de monde que vous voulez, vous fermez vos espaces, vous en rouvrez d'autres, voilà. Vous avez 10 espaces. Et puis, donc du coup, nous, le principe, c'est que si vous ouvrez un espace pour faire vos circuits de validation, par exemple, un circuit de validation pour tout ce qui est commission, un autre circuit de validation, je ne sais pas moi, pour n'importe quoi, pour la réservation des voitures, enfin bon, peu importe. À chaque fois, ça va compter un espace, d'accord? Donc, ça rentre dans la formule de base. Par ailleurs, dans les formules, on a, comme pour aussi rassurer les collectivités sur je veux dire, le prix in fine, si jamais ça prend et qu'il y a beaucoup d'espace utilisé, c'est que pour chaque strate de collectivité, commune, interco, département, région, on a une formule illimitée qui dépend du bassin de population. Donc voilà, par exemple, pour une mairie de moins de 1000 habitants, la formule illimitée, je crois qu'elle est à 900 € par an. Voilà. Donc, ça vous permet de dire, je commence sur une petite formule de 10 espaces, je vois comment ça marche. Et puis, le jour où ça marche vraiment bien, de toute manière, j'ai un plafond. Je ne paierai jamais plus qu'un prix raisonnable, même si j'ouvre beaucoup d'espaces de travail. Et sur la question du délai, donc là, nous, on travaille sur ce sujet avec 2 intercos, la communauté de communes de Montfort Communauté en Bretagne et l'agglomération de Rodez. Et on est, en fait, il y aura 5 lots. Un lot, ça dure 15 jours chez nous. Là, on va livrer le 2e lot. Donc, en gros, dans 1 mois et demi, on pourra le mettre en ligne sur la plateforme. C'est ce qu'on avait donc mi-mai, vous allez avoir, enfin fin mai, vous allez avoir l'outil sur la plateforme. Apparemment, Agnès est utilisatrice déjà, puisqu'elle Bon. précise qu'elle est abonnée à la formule illimitée. Ah bon? Et Est-ce c'est que, qui? Agnès, est-ce que vous pouvez nous préciser de quelle commune vous êtes? Marcoussis. Ah, d'accord. Mais Marcoussis, vous n'avez pas de workflow? Joker. Ah ouais, je sais. Non, mais c'est sûr que vous n'en avez pas parce qu'aujourd'hui, pour mettre en place les workflows, vous avez besoin de notre intervention. Alors que dans 1 mois et demi, quand le circuit de validation sera mis en place, ce que je vous montrerai tout à l'heure, dans ce cas-là, on vous laissera la main pour que vous puissiez vous-même créer vos étapes, créer vos formulaires, créer vos scénarios. D'accord? Donc, si Marcoussis avait créé un workflow, je l'aurais vu passer. Mais Agnès ceci précise qu'elle étant, débute. je crois que la commune de Marcoussis a créé énormément d'espaces de travail. Parce que de temps en temps, je vois passer les statistiques. Et je crois qu'il y avait plus de 100 espaces de travail qui avaient été créés. Voilà. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, pour Agnès, c'est OK. Émilie non plus. Bon, très bien. Bon, Tout était super. clair. Parfait. On est dans le timing. Merci Agnès, tu as beaucoup d'enthousiasme. Bon, tant mieux. C'est top. En tout cas, merci beaucoup pour votre participation. N'hésitez pas justement à en parler autour de vous et puisque Agnès, vous êtes utilisatrice et que vous commencez, n'hésitez pas justement à en parler aux communes autour de vous. Sachez que vous pouvez retrouver dans tous les cas et dire à vos collègues qui pourront retrouver la présentation en replay sur le site internet de l'IDON. Et puis, dans le cadre de nos newsletters régulières, s'ils souhaitent s'abonner, vous allez retrouver aussi de toute façon le lien vers la présentation pour que justement vous puissiez en faire écho auprès de vos collègues autour de vous et qu'à un moment donné, ils puissent revenir vers Thomas et vers nous pour pouvoir avoir une démo peut-être plus personnalisée pour aller en profondeur sur les sujets qui vous intéressent.
Absolument. Je reprends. Merci beaucoup, Émilie. Merci beaucoup, Agnès. Et puis, moi, je vais juste faire une conclusion rapide pour vous informer et en tout cas pour que vous puissiez informer que vos élus, en fait, vont perdre leur droit à la formation et donc les 20 heures dont ils disposent pour ceux qui ne l'ont pas utilisé à partir de début mai. Donc, n'hésitez pas à leur transmettre l'information parce que ça, c'est très important, sachant que derrière, on n'a pas de lisibilité sur ce qui sera proposé par la suite. Voilà. En tout cas, merci pour votre participation. Merci Clémentine et Thomas. Au plaisir. Merci Magali, merci à tous. Et puis, on aura plaisir à vous retrouver sur nos prochains webinaires, notamment un la semaine prochaine sur les départementales qui seront d'actualité. Merci beaucoup et au plaisir. Bonne journée. Au revoir.